Bonjour à tous, je m'appelle Marie de Crescenzo, je suis interne en pharmacie au CHU de Grenoble et je vais vous faire un petit topo sur les héparines. Pour commencer, on va faire un rappel sur la cascade de la coagulation qui est divisée en deux parties. On a la voie intrinsèque qui est endogène et la voie extrinsèque qui est exogène. Ces deux parties, elles s'achèvent par une voie commune où le facteur 10 est activé. Avec le facteur 5 activé, ils vont transformer la prothrombine en thrombine. Ce mécanisme va ensuite conduire à la conversion du fibrinogène. Alors le fibrinogène, c'est une protéine plasmatique soluble en fibrine rigide qui, elle, est insoluble. Puis ensuite, on aura la formation du clou plaquettaire qui est composé de fibrine et de plaquettes. Pour explorer cette cascade de la coagulation, on utilise d'une part le temps de céphaline activé qui explore la voie intrinsèque de la coagulation. Si on a un déficit d'un ou plusieurs facteurs de la voie endogène, notre TCA y sera allongé. On a le temps de Quick qui explore la voie extrinsèque de la coagulation. Donc il peut être exprimé en secondes, c'est le temps de Quick, ou en pourcentage, le taux de prothrombine. Donc maintenant qu'on a fait ce petit rappel, on va passer aux héparines. Donc on a les HBPM pour héparines de bas poids moléculaire et HNF pour héparines non fractionnées. Au niveau de leurs propriétés, on va avoir une action au niveau des plaquettes avec une diminution de l'activation de l'hémostase et une action au niveau de l'endothélium. Alors d'une part, on va avoir la libération de l'inhibiteur plasmatique du facteur tissulaire. Ça va inhiber l'activation de la voie exogène. On a la libération de prostacycline qui est vasodilatatrice et antiagrégant plaquettaire et la libération de l'activateur tissulaire du plasminogène qui active la fibrinolyse. Pour les héparines de bas poids moléculaire, il y a une activité anti-10A qui est supérieure à l'activité anti-2A. Et chaque HBPM possède une activité anti-10A différente. Ça veut dire que les posologies, elles sont propres à chaque héparine. On a l'INOEP et le Lovenox qui sont couramment utilisés, et Fragmine et Fraxiparine qu'on voit un peu moins au CHU, mais bon, vous pouvez les croiser. Pour les héparines non fractionnées, on a une activité anti-10A qui est équivalente à l'activité anti-2A. On a l'héparine sodique qui est utilisée par voie intraveineuse et l'héparine calcique qui est utilisée par voie sous-cutanée. Donc petit moyen mémotechnique, sous-cutané, il y a un C, héparine calcique avec un C. Pour les indications, ce sont les maladies thromboemboliques veineuses, donc thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, que ce soit en curatif ou en préventif. Le syndrome coronarien aigu, l'angioplastie, et la prévention de la coagulation dans la circulation extracorporelle, par exemple, vous avez l'hémodialyse. On va faire un bilan pré-thérapeutique avant d'utiliser une héparine. Pour ça, on va faire une numération plaquettaire, une mesure du temps de céphaline activé et un bilan de la fonction rénale, parce que les HBPM, elles ont une élimination rénale lente, donc elles seront contre-indiquées si on a une insuffisance rénale. Alors, pour le suivi biologique de l'héparinothérapie, j'ai trouvé des annales de biologie clinique qui sont bien faites. Je vous ai mis le lien en dessous si vous voulez les consulter. Donc, au niveau des posologies et de la surveillance, pour les HBPM en traitement préventif, c'est une injection par jour. Ça va de 2000 à 5008 en fonction du risque thrombogène. On va faire une numération plaquettaire 2 fois par semaine et il n'y aura pas de surveillance de l'hémostase. Là, par exemple, pour l'enoxaparine, 4008 avec une injection par jour pour la prophylaxie. Pour les héparines de bas poids moléculaire, en traitement curatif, on va avoir 2 injections par jour, 80 à 108 kg toutes les 12 heures. Et on va faire une numération plaquettaire 2 fois par semaine avec une surveillance de l'activité anti-DISA. Au niveau des effets indésirables, il faut retenir les thrombopénies induites par l'héparine. Il existe 2 types de TIH. On va commencer par la TIH de type 2, où c'est une thrombocytopénie sévère qui est d'apparition retardée, J5 à J21. Et on va faire un diagnostic biologique en recherchant les anticorps anticomplexes PF4 héparine. Pour les TIH de type 1, ça sera une thrombocytopénie modérée qui est d'apparition précoce, J1 à J4. Les TIH de type 1, elles ne sont pas d'origine immunologique et elles sont spontanément résolutives malgré la poursuite du traitement.
Ensuite, pour les effets indésirables, on a aussi des complications hémorragiques, surtout chez les sujets âgés ou en cas de surdosage. Pour les interactions, ça va être ce qui augmente le risque d'hémorragie, donc avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les salicylés, les antivitamines K, donc bien faire attention lors du relais héparine AVK, et les antiagrégants plaquettaires. Pour les contre-indications, c'est les antécédents de TIH de type 2 seulement, pas les TIH de type 1, les maladies hémorragiques préexistantes, une insuffisance rénale avec les héparines de bas poids moléculaire et la voie intramusculaire, parce que sinon on risque d'avoir des gros hématomes. J'ai terminé pour le topo sur les héparines, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai. Bonne fin de journée.